Aujourd'hui, donc, on va voir deux présentations. En premier, donc, la présentation de la thèse de Clémence Huc, donc, qui est dans l'UMR ITAP et qui va nous parler de son sujet qui est l'évaluation de l'impact environnemental de l'usage des outils numériques en agriculture. Ensuite, on suivra dans une demi-heure à peu près. Ce sera François Wendel qui prendra la suite de l'UMR Sens et il nous présentera son travail sur la Grande Muraille Verte et son autonomisation locale au Ferlo, approche par les communs et modélisation d'accompagnement. Donc là, on a la présentation de Clémence. Clémence, du coup, tu as entre 20 et 25 minutes et il faut bien laisser 5 minutes pour les questions-réponses à la suite. Merci beaucoup. À toi, Clémence. Merci. Euh, je m'appelle Clémence Huc. Je suis en deuxième année de thèse à l'Institut Agro, à l'UMR-ITAP. Ma thèse est financée par Occitanum et elle est labellisée Digitag. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats d'une revue de la littérature sur l'évaluation environnementale des outils numériques en agriculture. Donc, pour commencer, je pense que vous savez tous que l'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur qui a beaucoup d'impact sur l'environnement, à commencer par la ressource en eau, par exemple. Euh, c'est également un des premiers moteurs de la disparition de la biodiversité, et c'est un secteur qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Donc pour pallier, pour réduire les impacts environnementaux de l'agriculture, les institutions prônent aujourd'hui le développement de l'agriculture numérique, qui en fait a commencé dans les années 1990 avec l'apparition de l'agriculture de précision. Euh, mais aujourd'hui, bah, c'est quand même un secteur qui continue à évoluer avec, par exemple, ce qu'on pourrait appeler le smart farming, c'est-à-dire l'acquisition de données agricoles en temps réel. Et dans ce contexte de, on va dire de secteurs qui évoluent avec des nouvelles applications, des nouvelles technologies, c'est difficile d'évaluer l'impact environnemental de l'agriculture numérique qui aujourd'hui est peu connue. Pour évaluer l'impact environnemental euh, des outils numériques, on pourrait utiliser l'analyse du cycle de vie comme méthode d'évaluation environnementale. Dans la littérature, l'analyse du cycle de vie est couramment utilisée pour tout ce qui est pour le secteur agricole. C'est également utilisé pour les technologies numériques, et ça s'applique, ça peut donc s'appliquer aux outils numériques pour l'agriculture. L'analyse de cycle de vie a trois avantages a trois avantages. Le premier, c'est que c'est une approche cycle de vie. Donc, on va évaluer l'ensemble des impacts environnementaux associés à un produit ou à un service, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit ou du service. Le deuxième avantage, c'est que c'est une approche multicritère. Donc, on va évaluer un ensemble de catégories d'impact. Ça peut être par exemple le changement climatique, euh, la, les ressources minérales, l'utilisation de l'eau, euh, la toxicité, etc. Et enfin, c'est une approche qui est fonctionnelle, donc on va comparer les fonctions d'un produit ou d'un service. Donc, par exemple, là, si on prend par exemple un smartphone, on pourrait comparer sa fonction de téléphoner avec un téléphone fixe, mais on peut également comparer sa fonction de, par exemple, prendre des photos avec un appareil photo numérique. Il faut savoir également que l'analyse de cycle de vie, c'est une approche qui est normée, standardisée et qui se déroule en quatre phases. Ces quatre phases étant d'abord la définition des objectifs et du champ d'étude. Donc dans cette phase, il s'agit de définir les objectifs de l'étude ACV, donc pourquoi on l'a fait. On peut également définir des scénarios, donc ça va être qu'est-ce qu'on va comparer en fait. Donc, dans le cas du smartphone, ça apparaît être le scénario, ça va être le scénario smartphone et le scénario téléphone fixe par exemple.
Et il faut également définir les frontières du système. Donc, ça va être euh, qu'est-ce- tous les processus qu'on va inclure ou exclure de notre étude. La deuxième phase, c'est l'inventaire du cycle de vie, où là, il va falloir en fait identifier toutes les ressources qui sont consommées et toutes les émissions de molécules vers l'environnement. Et la troisième phase est l'évaluation des impacts. Donc, à partir de la liste des ressources consommées et des polluants émis, on va traduire ça en impact sur l'environnement. Et enfin, on pourra interpréter les résultats. Euh, donc, les questions de recherche qu'on s'est posées pour cette revue, c'était d'abord ben, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui dans la littérature scientifique concernant l'évaluation environnementale des outils numériques dans le secteur agricole. Et la deuxième question qu'on s'est posée, ben, quelles sont les problématiques et les challenges méthodologiques quand on veut utiliser l'analyse du cycle de vie pour évaluer l'impact environnemental des technologies euh, des outils numériques pour l'agriculture. Donc très rapidement, pour la méthode, donc j'ai réalisé une requête qui combine des termes du secteur agricole, de l'évaluation environnementale et des outils numériques en agriculture. On a exécuté la requête sur des bases de données. On a suivi une méthode qui s'appelle Prisma pour, on va dire, filtrer nos résultats. Et on a obtenu à la fin 69 publications. Euh, et parmi ces 69 publications, euh, bah, je vais vous présenter les résultats principaux sur ces 69 publications. Si on regarde tout d'abord le type d'outil qui a été évalué dans la littérature, on observe que il y a une majorité des outils qui ont été évalués qui servent à la production végétale euh, et, euh, et qui vont, on va dire, aider, ils vont appuyer les opérations culturales et donc ils vont permettre d'optimiser la production agricole. Et donc ça, c'est pas étonnant parce qu'on retrouve là en fait les outils d'agriculture de précision qui vont permettre de réduire les intrants et d'améliorer le rendement. Et c'est les premiers outils historiques de l'agriculture numérique. On observe également qu'il y a de nombreux outils d'automatisation et de robotique qui ont été évalués. Euh, donc là-dedans, on a mis les robots et tout ce qui est, par exemple, autoguidage du tracteur. Il faut savoir que on a fait un choix de les mettre à part parce que en fait, ils vont apporter des services supplémentaires. Ils vont apporter voilà, des services spécifiques, on va dire, comme par exemple la réduction de la charge de travail pour l'agriculteur. Euh, voilà la réduction aussi de la charge, par exemple, mentale de l'agriculteur. Mais on aurait pu très bien certains les classer dans l'appui à la production parce qu'ils permettent également, pour certains, d'optimiser la production agricole. Et il y a deux autres types d'outils qui sont plus anecdotiques, donc à savoir les outils pour la traçabilité qu'on retrouve tout le long de la supply chain et les outils plutôt pour l'appui, l'aide à la décision stratégique, des décisions plutôt sur le long terme. Euh, et donc, à partir de ces 69 études, on a également regardé bah, quelle était la méthode d'évaluation environnementale utilisée. Il se trouve que à peu près la moitié, donc 36 études, ont utilisé l'analyse de cycle de vie comme méthode d'évaluation. Comme les autres méthodes utilisées sont assez hétérogènes, pas forcément formalisées, donc il n'y a pas forcément ni de standard, ni de publication référence, et ben on s'est concentré sur l'analyse de cycle de vie et on a étudié les 36 publications. euh, on les a analysées selon les quatre étapes de la CV que je vous ai présenté en introduction. Donc, je vais vous présenter là quelques résultats pour les quatre étapes, bien sûr, voilà, que j'ai choisis. Si on regarde d'abord les objectifs des études, donc à l'étape de la définition des objectifs euh, et fin du Golden Scope,
on peut observer que la grande majorité des publications, leur objectif, ça va être d'évaluer la digitalisation d'un système agricole. C'est-à-dire qu'ils vont, l'objectif va être d'évaluer les impacts environnementaux qui sont produits par l'utilisation, l'introduction d'un outil numérique dans un système agricole. Et pour ce faire, les auteurs vont définir un scénario dit baseline, donc un scénario de référence, qui est sans l'outil numérique, et un scénario digital avec l'outil numérique. Euh, pour la définition des frontières du système, donc là, il faut, à cette étape, euh, donc c'est toujours dans le Golden Scope, à cette étape, il s'agit de dire quels sont les processus qu'on va inclure dans notre étude et ceux qu'on va exclure. Donc si on va dire qu'est-ce qu'on peut trouver dans les systèmes boundaries, dans les frontières du système, pardon, il va y avoir deux composantes principales. Tout d'abord, tout ce qui va concerner l'activité agricole en soi, mais également tout ce qui va concerner l'outil numérique, qu'on peut diviser en trois parties, les centres de données, les réseaux et ce qu'on va appeler le hardware. Donc, ça va être le matériel dont l'utilisateur dispose, par exemple un ordinateur, un capteur, qui va permettre soit de collecter des données, d'analyser des données, de visualiser des données, etc. Et donc, ces deux parties, elles vont nécessiter, elles peuvent nécessiter des intrants agricoles, donc par exemple de l'eau, des fertilisants, peuvent nécessiter également de l'énergie sous différentes formes et des matériaux. Euh, et tout ça, ça va être consommateur de ressources naturelles. Et l'utilisation de ces intrants agricoles, enfin la production de l'énergie, des intrants agricoles et des matériaux va également produire, enfin émettre des molécules polluantes vers l'environnement. Voilà, donc ça, c'est nos frontières de système, on va dire, idéales dans le cas où on trouve où il y a tout. Et ce qu'on observe dans la littérature, c'est qu'en fait, la plupart des études, eh ben, elles ont pas étudié l'outil en soi, elles se sont juste concentrées sur l'activité agricole et sur les changements que l'outil produit quand il est introduit dans le système agricole. Et ben, le problème de ça, c'est qu'on peut pas pas avoir les potentiels trade-offs. Donc ça va être euh, ouais, on va dire je sais pas comment traduire, les trade-offs entre d'une part les impacts environnementaux de l'outil numérique et ses effets sur le système agricole. Euh, Si on regarde ensuite l'étape de l'inventaire, on se rend compte que euh, on va d'abord, voilà, si on regarde d'abord l'outil numérique en soi, comme on l'a vu ensemble, il y a très peu d'études qui vont s'y intéresser et il y en a encore moins qui vont regarder tout l'outil numérique et qui vont inclure les réseaux et les centres de données dans leur étude. Euh, En plus de ça, on observe que, enfin, les auteurs soulignent un manque de données. Ils doivent parfois aussi faire face enfin, ils soulignent un manque de données et donc pour pallier ce manque, ils vont utiliser des proxys. Donc ils vont utiliser, ils vont dire, par exemple, imaginons, j'ai un ordinateur, enfin j'ai une console, je veux le modéliser, je vais prendre une télé. On va dire que c'est à peu près pareil et je vais réduire les dimensions. Donc ça, c'est un proxy. Ils utilisent aussi des hypothèses quand ils ne connaissent pas les informations. Et ça va mener à des incertitudes sur les résultats. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, on a encore besoin d'améliorer notre inventaire des outils numériques pour l'agriculture. Et si on regarde maintenant les effets de l'outil numérique sur le système agricole, euh, ce qu'on observe dans la littérature, c'est qu'il y a des outils qui sont évalués, on va dire, qui ont un niveau de maturité plutôt bas. Et donc, il manque, ça peut être par exemple des robots, des outils de traçabilité. Et donc, on va manquer de données pour ces outils. On n'a pas de recul sur les effets qu'ils ont sur le système agricole.
Donc, je pense par exemple, on ne connaît pas trop leur impact sur le rendement parce que, notamment parce qu'ils vont, pour les robots, ils peuvent changer la compaction, l'état du sol et jouer sur l'érosion du sol et son état de compaction. Euh, ça, voilà, ça c'est un exemple. Euh, et donc, on a également aujourd'hui besoin de mettre en place des évaluations techniques, des outils, enfin, pour mieux connaître leur impact sur les systèmes agricoles. Je ne vais pas vous présenter de résultats sur la phase d'évaluation des impacts et on va passer directement à l'interprétation des résultats. Et donc, enfin, la question on peut se poser, c'est est-ce que les outils numériques améliorent la performance environnementale des systèmes agricoles? Et donc là, dans la littérature, la plupart des auteurs ont, euh, leurs résultats montrent que les impacts environnementaux euh, pour d'un système avec un outil numérique va être moins important qu'un système agricole sans outil numérique, et quelle que soit la catégorie d'impact observée. Quels sont, pourquoi est-ce qu'on trouve ces résultats-là? D'une part, parce que bah, les outils numériques, ils vont apporter, on va dire, des gains d'efficience. Donc, par exemple, ils vont améliorer le rendement, ils vont réduire la quantité d'intrants utilisés. Mais on peut également trouver ces résultats parce que, comme on l'a vu plus tôt, la plupart des auteurs ne prennent pas en compte la partie outils numériques dans leur étude. En plus de ça, on obtient souvent dans de nombreuses publications des différences qui sont très faibles entre le scénario sans numérique et avec outils numériques. Et ça, il faut faire attention parce qu'on peut souvent, en ACV agricole, quand il y a moins de 10% de différence, du fait des incertitudes, on ne peut pas vraiment conclure quand on obtient ce genre de résultats. Il y a 5 études qui sont un peu différentes et elles vont montrer que pour certaines catégories d'impact, elles ont trouvé des impacts environnementaux plus importants dans le cas d'un système agricole avec outils numériques que sans outils numériques. J'en ai listé quelques-uns. Ça peut être bah, la toxicité sur bah, la toxicité humaine, l'écotoxicité bah, l'écotoxicité, ça peut être aussi la consommation de ressources minérales. Et si on regarde bah, pourquoi est-ce que ces publications-là, elles ont obtenu ces résultats, d'une part, bah, toutes celles-là, elles ont inclus justement l'outil numérique dans leur frontière du système. Et en plus de ça, ça va être des outils qui vont dire qu'on a appelé high-tech, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter beaucoup de hardware, donc beaucoup de matériel pour fonctionner. Et donc ça va être par exemple des robots ou des drones. Voilà. Et donc les résultats nous montrent bien que c'est très important d'inclure les étapes de l'outil numérique dans les frontières du système, et tout particulièrement pour les technologies dites high-tech. Voilà. Et donc pour conclure, on vient de voir que en fait il y avait au final pas tant d'études que ça qui s'intéressent à l'impact environnemental de l'usage des outils numériques en agriculture, et qu'il y a encore des challenges méthodologiques à résoudre pour utiliser l'ACV pour évaluer ces outils. Euh, on a également besoin de mettre en place des recommandations spécifiques et d'améliorer la connaissance qu'on a sur les outils numériques pour avoir des évaluations qui vont être plus précises et plus homogènes. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Clémence. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à prendre la parole. Véronique, je pense qu'elle te félicite. Il y a un petit pop-up. J'ai vu. En tout cas, c'était très clair. John?
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, je me demande s'il y avait dans ta recherche bibliographique, s'il y avait des mentions et s'il y avait la discussion concernant l'effet rebond, euh, concernant l'introduction des technologies numériques. Merci. Eh ben, merci pour cette question. C'est un point qu'on a soulevé. En fait, la revue, on compte la publier. Et donc, l'un des points de discussion, justement, qu'on aborde, c'est les effets rebonds. Il y a pas beaucoup de publications qui soulèvent ce point. Il y en a deux qui vont, on va dire, nuancer leurs résultats en disant, bah, attention, on a un outil qui permet une augmentation d'efficience, mais cette efficience, elle peut être bah, réduite du fait des effets rebonds. Et il y a une publication qui en fait, l'observe dans ses résultats parce que c'est une publication qui s'intéresse à un outil d'efficience pour la gestion de l'eau. Elle s'intéresse à l'échelle territoriale. Et donc, avec un modèle, ils vont simuler la consommation d'eau à l'échelle territoriale grâce à cet outil numérique. Et en fait, ils vous observent pas de différence de consommation d'eau, notamment parce que ils expliquent que cet outil numérique, il permet de il permet d'apporter moins d'eau pour produire. Et donc, les agriculteurs, euh, ils vont planter du coup des cultures qui vont nécessiter plus d'eau, ou alors ils vont augmenter la surface irriguée de leur exploitation. Et donc, ce qui fait qu'au final, sur le territoire, on voit pas de différence de consommation d'eau avec l'outil. Oui, Véronique? Oui, merci. Je vais rebondir moi aussi sur le dernier point. En fait, bon, là, c'est la difficulté, mais enfin, ça met vraiment le doigt sur un vrai sujet qu'on retrouve en ACV, c'est-à-dire euh, s'ils produisent plus avec la même quantité d'eau, on aura quand même une efficience more per drop, tu sais, voilà, plus de production par goutte d'eau. Bon, donc si on regarde ça comme unité fonctionnelle, c'est quand même intéressant. En revanche, c'est vrai que la difficulté quand même, c'est qu'on risque d'atteindre les limites du territoire en termes Mm. d'eau renouvelable. Mhm. C'est ça le problème, quoi. Ouais. Bah, c'était ça l'intérêt de cette publication, parce que eux, ils regardaient à l'échelle territoriale. Donc, bon, ils s'intéressaient à la surface, et donc ils regardaient, ben, ils partaient du principe que la ressource en eau, elle est limitée dans le territoire, quoi. Euh, Margot? Oui, bah, merci Clémence pour cette présentation, c'était super intéressant. Alors, excuse-moi si tu l'as déjà présenté parce que je suis arrivée un peu en retard, mais je me demandais du coup si, enfin, par rapport à ton sujet de thèse, donc là, cette revue de la bibliographie, est-ce que c'était une première partie de ton travail? Et qu'est-ce que tu envisageais, qu'est-ce que tu avais prévu pour la suite en termes de, voilà, de méthode, enfin, pour la suite de ta thèse en plus de cette revue de la ok. Bible. Donc effectivement, c'est bien, enfin c'est effectivement ce sera la première partie, le chapitre, on va dire, introductif de la thèse. Et pour les perspectives pour après, pour l'instant, on souhaite réaliser des cas d'études. Donc grâce à la revue de littérature, on a, on va dire, effectué des recommandations. Et donc on souhaite mettre en place des cas d'études pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut, enfin, on va dire, tester, on va dire, nos recommandations sur des cas d'études, les améliorer, et, euh, et ça permettrait on va dire, d'ouvrir de nouvelles perspectives. Après, je sais pas encore. Après ces cas d'études-là, qu'est-ce que exactement, plus précisément, qu'est-ce qu'on va en faire? Euh, voilà, on est encore en train d'en discuter. Et cas d'étude, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire prendre un des modèles et essayer de rajouter
des calculs manquants, entre guillemets, au modèle qui a été Alors, déjà fait? c'est des cas concrets d'usage. Donc, en fait, l'objectif, Ok. c'est de trouver des agriculteurs qui utilisent un outil numérique. On s'intéresse, on a ciblé le maraîchage comme système de culture, comme type de production, parce que ça va être des cultures qui vont être assez diversifiées. On s'attend à trouver des outils numériques euh, vastes et c'est aussi des cultures qui sont peu étudiées. Donc du coup, là, on a ciblé le maraîchage et on souhaite euh, en fait évaluer 3 outils numériques différents et voir qu'est-ce que ça, quels, quels sont les effets de l'introduction de cet outil, qu'est-ce que ça a changé pour l'agriculteur, qu'est-ce que l'usage de cet outil a changé pour l'agriculteur, voilà. Et de voir est-ce que ça se répercute sur l'impact environnemental, sur la performance environnementale de l'exploitation agricole. D'accord, merci. Et peut-être aussi, Clémence, on essaiera aussi de boucher le trou du numérique, enfin, dont l'empreinte est aussi mal évaluée. C'est-à-dire? En fait, toute la partie grise, là, avec Mhm, seulement 4 études mhm. qui ont été faites Ouais. sur la CV des technos numériques. Mhm. Oui, tu veux dire compléter l'inventaire. Oui. Enfin, améliorer les inventaires. Ouais, ça pourrait être une idée. Merci beaucoup. Merci à Euh, vous. J'arrête le partage. oui, merci. Euh, donc, François, tu es parmi nous? Ça y est, je suis parmi vous. Est-ce que vous Parfait. m'entendez bien? Oui, parfait. C'est magnifique, super. Donc, je pense que je vais partager ta diapo, si c'est OK. Mhm, bien sûr. OK. Et puis, comme ça, tu me diras de passer parce qu'il y a des petits soucis de partage d'écran. Ouais. OK, alors, hop. Alors là, du coup, vous devez voir. Vous voyez bien la présentation parce que j'ai plein de trucs devant. Mais... OK. Retour, je sais pas Parfait. si c'est bon ou pas. Moi, ça me va sinon dans ce. Il faut le mettre en plein écran, Ah, s'il vous voilà, plaît. magnifique. Parfait. Ok, eh ben, quand vous voulez. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est prêt, vas-y. Eh ben, allez, on y va. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à cette petite communauté Digitag. Alors, moi, du coup, je suis doctorant à l'UMR Sens du CIRAD. Je travaille principalement au Sénégal, je suis expatrié là-bas. Et je travaille voilà, sur la mise en œuvre d'une approche par les communs en faisant de la modélisation d'accompagnement. Et donc, on travaille voilà, dans la restauration de terres dégradées. Et plus spécifiquement, on travaille dans le cadre de la Grande Muraille Verte, qui est un gros projet de reforestation dans le Sahel. Voilà. Et donc ce projet, dans le cadre de la Grande Muraille Verte, nous on est dans un projet qui s'appelle Dundee Ferlo. Donc on travaille en consortium avec donc le CIRAD, l'ISRA CNRF, qui est un laboratoire de recherche au Sénégal, AVSF, qui est une ONG plutôt concernée par tout ce qui est agronomie et recherche vétérinaire, et WeForest, qui est une ONG principalement destinée à la reforestation. Donc en fait, dans le cadre de ce travail-là, nous, on a décidé de mettre en place une démarche de modélisation d'accompagnement parce que en fait, on a un ensemble de conflits entre les acteurs de la reforestation et les acteurs plus du pastoralisme, donc les acteurs locaux. Voilà, la Grande Muraille Verte qui fonctionnait pas, et donc avec la réactivation, il y a cette questionnement-là de réimpliquer les acteurs locaux dans les démarches de reforestation.
Donc on est sur une approche qui est un peu différente de ce que vous avez eu avec Clémence. Nous, on est plutôt... L'apport du numérique, en fait, il se fait avec les acteurs locaux. En fait, c'est plus un outil de médiation. En fait, on va l'utiliser comme ça. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Vous pouvez passer à la suivante, diapo suivante. Voilà. Donc juste pour expliquer la restauration des terres dégradées, très rapidement. C'est un ensemble de murailles. La Grande Muraille Verte, elle fait partie en fait d'un ensemble de démarches de reforestation. Il y en a aussi au Népal, il y en a aussi en Mongolie, il y en a aussi en Algérie. En fait, c'est des murailles vertes qui sont la plupart du temps basées sur un narratif de la désertification. Euh, on ne va pas re-questionner ces choses-là au niveau de la désertification, mais elles sont basées là-dessus pour justifier les interventions qui sont généralement des interventions internationales ou nationales. Mais en tout cas, il y a peu de développement au niveau local. Et on est passé, alors à la base, on était sur des programmes de replantation. Donc, on était vraiment sur des initiatives où les forestiers arrivaient, plantaient leurs arbres et repartaient. Ou sinon, fermaient un espace et repartaient. D'où la limite en fait de ces programmes. Et donc on est passé petit à petit vers plutôt des initiatives de développement rural. Développement rural, accompagnement à des acteurs locaux. Donc il y a des initiatives d'agroforesterie, des initiatives de récolte de ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Donc de l'amélioration à la commercialisation de fruits et tout ce qui va être aussi initiative de maraîchage. Mais donc toutes ces initiatives aussi, bah, finalement, elles ne marchent pas non plus. Voilà, parce que quand on regarde un petit peu les quelques ouvrages qui traitent de ce sujet-là, on se rend compte qu'en fait, il y a les enjeux locaux, ils manquent des fois de prise en compte. On est sur des fois des démarches de concertation euh, ou de participation qui sont limitées à juste une simple consultation en fait, des besoins, mais qui n'est pas forcément pris en compte après dans la mise en place des démarches. Partie suivante. Donc ça, c'est pour le contexte. Nous, ensuite, on travaille à partir de ce qu'on appelle l'approche par les communs. Donc, basique. En fait, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire à Sens. On travaille beaucoup sur les communs. Donc, les communs, basiquement, c'est une ressource, une communauté et un ensemble de règles sociales. Voilà, donc ça a été développé notamment avec Elinor Ostrom, et c'était un peu pour mettre en avant l'idée que les collectivités locales, les communautés locales étaient capables, en fait, de gérer leur territoire de manière durable en s'auto-organisant. En fait, pour un peu contrer une vision très, comment dire, très économiste, en tout cas, une vision de Garrett Hardin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Garrett Hardin disait que, en gros, on parle de la théorie de l'acteur rationnel. Donc, une personne va maximiser ses profits sans tenir compte des besoins des autres. Et donc, les communs viennent en opposition, en fait, à cette vision-là. Euh, Partie suivante. Donc, l'approche par les communs, c'est aussi prendre en compte la question de l'action collective. Et c'est là vraiment où on va intervenir. C'est qu'en fait, on va travailler sur le faire commun. Donc, on va travailler sur la confrontation des points de vue et essayer de construire un référent partagé, donc une vision partagée entre les différents groupes d'acteurs qui ont chacun leur vision personnelle, en tout cas avant ce travail de l'action collective. Voilà, donc c'est un processus qui est itératif, on construit, on échange, on débat, on essaie d'améliorer les choses petit à petit. Voilà, donc ça c'est la question de l'action collective, du faire commun. Et ensuite la troisième approche, enfin la troisième en tout cas vision de l'approche par les communs, c'est qu'on est dans une démarche de recherche post-normale. Les deux, on considère qu'on est dans une non-neutralité. Il y a Cécile Barneau qui a présenté ce qu'était justement un chercheur post-normal. Et donc, l'idée de la recherche post-normale, c'est que on arrive peut-être avec un mandat, on peut arriver avec un mandat, mais ce mandat, il va peut-être être remodelé en fonction des préoccupations locales. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mandat qui est assez général et ensuite on le précise avec les acteurs locaux pour que on arrive à concilier une préoccupation locale avec la préoccupation des chercheurs en lui-même. Voilà, donc c'est une co-construction de la question de recherche. Voilà, diapo suivante.
Voilà, donc ça, c'est l'idée de l'approche par les communs. La modélisation d'accompagnement, elle rentre en fait dans cette approche par les communs. Nous, on travaille dans un collectif qui s'appelle ComMod. Vous avez pas mal de littérature là-dessus. C'est un collectif qui date depuis maintenant au moins les années 90. Et donc, l'idée de la modélisation d'accompagnement, c'était une coproduction de connaissances entre la recherche, les décideurs politiques et les acteurs locaux, mais aussi un accompagnement à la prise de décision collective. Mais du coup, c'est ça qui est important, c'est que la prise de décision collective, elle se fait avec l'ensemble des groupes d'acteurs, acteurs locaux et décideurs politiques. Et donc, avec la modélisation d'accompagnement, on met en place des jeux de rôle, on met en place des modèles informatiques qui sont là comme support aux échanges. Et donc, dans mon travail, nous, on ne va pas faire des jeux de rôle, on va vraiment travailler principalement sur un modèle informatique. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Et donc, le modèle informatique, il est sur Cormas, ce que vous voyez là en dessous de l'image. Et donc, l'intérêt aussi de la modélisation d'accompagnement, c'est que l'acteur local, il est partie prenante de l'ensemble du processus de décision, autant dans la récolte d'informations que dans le traitement des données, que dans la prise de décision, et non pas seulement quelque chose qui est unidirectionnel. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc pour vous faire un rapide topo du territoire et du projet dans lequel on travaille. Donc là, ce que vous voyez, c'est le Ferlo. Et donc toutes les zones en jaune que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des unités pastorales. Donc c'est des espaces qui sont gérés en collectif pour gérer l'agriculture et le pastoralisme. Euh, et donc les trois unités pastorales sur lesquelles on travaille, on a l'Abgar, Younou-Ferré et Velin-Caraferlo. Et ce que vous voyez en vert, c'est le tracé de la Grande Muraille Verte et qui a été réactualisé. Donc on voit qu'il y en a au moins deux qui sont directement placés sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Et donc ce ferlo, donc les unités pastorales, il est dédié donc évidemment au pastoralisme. Donc il y a aussi une lutte entre l'agriculture et le pastoralisme qui est très présente au Sénégal. Et donc, il y a un gros enjeu, en fait, sur l'espace, le partage de l'espace et la sécurisation du pastoralisme. Et en même temps, du coup, un maintien de la densité forestière. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc ça, c'est les trois zones. En 2023, on a déjà fait des recensements des campements. Donc là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est les deux recensements qu'on a fait sur les unités pastorales de Younou-Ferré et Vélingara-Ferlo. Donc on a fait un gros travail de recensement, se déplacer sur le terrain. Et donc déjà, en fait, ce recensement des campements, il nous sert aussi de base statistique pour notre modèle informatique. On a un ensemble d'informations, on a les campements, on a leur durée d'installation, la taille du troupeau, le type de troupeau, qu'est-ce qu'ils font comme activité, etc. Et vous voyez en vert, les petits carrés verts, ce sont les parcelles de reforestation qui sont gérées par des comités de gestion. Voilà, donc ça a été un gros travail en amont du coup, de comprendre un peu le territoire, de faire ce qu'on appelle, nous, définir les situations d'action, donc comprendre un peu comment les gens interagissent, se partagent, luttent pour bénéficier des ressources dont ils font usage. Donc on a rencontré 7 acteurs de la gouvernance au niveau local, donc des ONG locales, la sous-préfecture, la mairie, etc. Et des chefs de village ou leurs représentants. Voilà, donc ça nous a permis de dresser déjà un bilan assez global de qu'est-ce qu'on a sur le territoire, qui sont les acteurs principaux et comment s'est construit en fait le territoire et les enjeux qui en découlent. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant en fait dans notre travail, c'est d'abord de comprendre comment ça se passe pour ensuite pouvoir co-construire une problématique sur laquelle on va traiter. Diapo suivante. Voilà, donc en fait, quand on a fait ce travail-là, on a identifié qu'il y avait 3 ressources naturelles clés, en tout cas pour l'agropastoralisme. C'est l'eau pour l'abreuvage du bétail, les forêts et les arbres pour l'alimentation et l'herbe aussi. Les forêts et les arbres, elles sont utilisées pour l'alimentation, mais pour l'alimentation humaine et animale. Voilà, donc il y a un gros, en fait, il y a quelque chose de très important, il y a un fort usage en fait de ces arbres. Et quand on regarde un peu la littérature et les discussions qui sont avec les gens, on observe qu'en fait, il y a une volonté d'améliorer les conditions de vie, il y a une volonté d'enrichissement personnel et
le point le plus important, c'est la reconnaissance sociale. C'est quelque chose qui est ressorti très régulièrement en fait dans les discussions. Il y a une grosse attente au niveau des chefs de village d'être reconnus socialement et de reprendre en fait leur place qu'ils avaient dans la gouvernance locale. Ce qui n'était plus le cas en fait depuis les processus de décentralisation au Sénégal. Et donc, quand on parle des communs, on parle de ressources, et finalement, on se rend compte que la ressource qui est très importante, vu il y a plusieurs ressources, elles sont situées dans un espace, et finalement, c'est cet espace qui va jouer comme une ressource en tant que telle, et comme le commun à sécuriser. Voilà. Diapo suivante. Donc, voilà, je vous en ai déjà parlé. Au niveau des acteurs, on a des acteurs locaux qui ont une diversité de pratiques. Ils font de l'agriculture pluviale, de l'élevage et de la récolte et vente de produits forestiers non ligneux. On a des transhumants qui viennent du nord du pays, qui viennent de Mauritanie, et aussi des transhumants qui viennent du sud de la région, à différentes périodes de l'année. On a les porteurs de projets qui ont une forte intervention sur le territoire et les représentants de l'État, donc les agents des eaux et forêts, la sous-préfecture et la mairie, qui sont les agents de la gouvernance et qui finalement sont ceux qui ont le plus, en tout cas, de responsabilité et de légitimité dans la gestion des ressources naturelles. Quand on en discute avec les acteurs locaux, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un déclin de la solidarité au niveau local. Les gens ne discutent plus. Ils ne s'entraident plus et c'est quelque chose qui a disparu en fait depuis la décentralisation. Il y a une tension pour le partage de ces ressources collectives et la décentralisation du coup n'a pas forcément marché parce que les gens considèrent que l'administration est encore très loin d'eux et que finalement ils n'ont aucune vision et qu'il n'y a pas du tout en fait de gestion collective de l'espace. Voilà, donc c'est ça en fait qu'on a essayé c'est ça en fait qu'on va traiter dans notre processus de modélisation d'accompagnement, c'est ces questionnements-là de comment on va pouvoir apporter, est-ce que la solidarité va permettre une meilleure gestion des ressources collectives et donc permettre aussi un maintien une durabilité en tout cas de la ressource forestière. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc là, on a le terme. Donc, c'est notre phrase, en tout cas, notre question de recherche, elle est vraiment sur l'impact des modes de gestion qui sont individuels et collectifs sur la durabilité des ressources forestières dans ce contexte-là qui est la restauration des terres dégradées ou même la reforestation. Voilà, donc c'est ça cet intérêt et c'est ça qu'on va traiter en fait avec les acteurs locaux dans le processus de modélisation. Diapo suivante, oui. Voilà, donc on a commencé par un modèle conceptuel, Accardi, qu'on a fait en atelier il y a 1 an. Donc on a pu définir les acteurs, les ressources et comment ils interagissaient, les acteurs entre eux et les ressources entre elles. Diapo suivante. Donc ça nous donne quelque chose qui est comme ça. Donc ça donne ce qu'on peut dire une espèce de spaghetti monster. Donc on a un ensemble de choses, on voit pas bien comment les choses interagissent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a, on a un niveau, on a certaines ressources et on a un certain nombre d'acteurs et c'est là qu'ils interagissent. Diapo suivante. Le plus simple, donc nous, quand on a commencé à modéliser, finalement, on s'est dit, comment on va faire pour simplifier ça? Et bien finalement, on a dans nos acteurs, on a déjà un foyer, une cuisine qui est une unité de production. Elles ont un statut, elles sont soit locales, soit transhumantes, et elles font un ensemble d'activités. Elles ont un niveau de connaissance et elles consomment des ressources. Donc ça, c'est nos agents locaux. À côté de ça, la plupart sont éleveurs. Et dans le troupeau, on va avoir des types, donc petits ruminants, gros ruminants, et s'il est mixte. Et ensuite, on va avoir la taille du troupeau, et en fonction de cette taille, en fonction de cette taille et de ce type, il va y avoir un niveau de consommation. Et ensuite, le campement, donc le campement, c'est là où vivent les ménages, c'est là où ils vont se déplacer. Les transhumants vont installer un campement, et en fait, les gens se déplacent autour des campements. Voilà, donc il y a un nombre de foyers, il y a un point d'eau qui permet l'accès du coup à cette ressource, et pareil, il y a une certaine consommation. Diapo suivante. Voilà, donc basiquement, le foyer conduit le troupeau, donc le troupeau se consomme et se déplace dans un endroit, et le campement accueille un certain nombre de foyers, et ces foyers ont une certaine interconnaissance entre eux parce qu'ils vivent dans le même campement. Diapo suivante. Voilà, donc ça, c'était nos acteurs. Ensuite, on a nos ressources. Donc finalement, nous, dans notre modèle numérique,
Là, ce que vous voyez, c'est l'image de notre modèle. On a différentes cases et dans chaque case, il y a une quantité de ressources, une quantité d'arbres et une quantité d'herbes. Ces quantités de ressources, en fait, elles sont variables en fonction des paysages qu'on a, parce qu'on a un différent niveau de paysage. C'est ce que vous voyez dans les couleurs. Par exemple, diapo suivante, vous avez le vert clair qui est le baldiol. Le baldiol a un certain niveau de ressources. Vous voyez, il y a quand même une bonne quantité d'herbe, mais par contre, au niveau forestier, on est quand même sur une faible densité forestière. Diapo suivante. À l'inverse, on a ce qu'on voit, tout ce qui est représenté en rouge, c'est ce qu'on appelle le sanglé. Donc le sanglé, c'est plutôt quelque chose qui a une forte densité forestière, mais par contre très peu d'herbes. Et aussi très peu d'arbres à produits forestiers non ligneux. Diapo suivante. On a aussi ce qu'on appelle les jungles, donc ça c'est des bas-fonds, donc on voit qu'il y a une forte densité forestière et qui est très utilisée. Et enfin la dernière, diapo suivante, le séno, donc les sénos c'est des hauts plateaux et en fait on a beaucoup d'herbes et très peu d'arbres et surtout des arbres qui sont plutôt adaptés à des zones très sèches, voire sahéliennes, type le balanites ou l'acacia. Voilà, diapo suivante. Donc voilà, donc ça c'est un peu notre environnement. On a nos différentes unités de paysage et en fait ce qu'on s'est rendu compte en discutant avec les gens, c'est que en fonction des différentes saisons, il y a un accès et il y a des préférences pour se déplacer, pour que les éleveurs déplacent leurs troupeaux dans ces zones-là. Donc là, on a mis des scorings qu'on va ensuite implémenter dans notre modèle. Et donc on a en fait les acteurs vont décider en fonction de ces informations-là. Et on va implémenter ça dans le comportement des acteurs qui ensuite vont se comporter en fonction de ces préférences-là. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que nous, on discutait des arbres. euh, et à la base, on était parti sur cette idée-là qu'en fait, il y avait un niveau de ressources, une quantité d'arbres. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a différents types d'arbres. Il y a des arbres qui sont des produits commerciaux, où il y a aussi une question d'appropriation. Il y a des arbres qui produisent des fruits, mais qui sont collectifs, mais en tout cas qui n'ont pas il n'y a pas de notion d'appartenance. Et des arbres, notamment dans le sangré, qui juste produisent des feuilles, et il n'y a absolument aucune notion d'appartenance. Et en fait, les acteurs locaux comme les agents des eaux et forêts. Les agents des eaux et forêts, c'est ce que vous voyez là en bas, là, l'espèce de bonhomme jaune et vert. Ce bonhomme jaune et vert, en fait, il va surveiller il va surveiller en fait l'ensemble de l'espace. Et les éleveurs, eux, ils vont surveiller seulement les arbres qui leur appartiennent. Donc en fait, il y a toute cette notion-là qui est importante à prendre en compte pour éventuellement voir si cette notion d'appartenance et de surveillance va permettre une meilleure durabilité des ressources forestières. Voilà, diapo suivante. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que au lieu de partir sur une quantité de ressources dans une cellule, on va plutôt partir sur des agents. Et donc ces agents, bah, en fait, c'est un objet, l'arbre. Et cet arbre, il a différents d'autres objets. Il a des troncs et il a des branches. Et ces branches, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont aussi des fruits et elles ont des feuilles. Et les usages vont être différents en fonction en fait de chacune des parties de l'arbre. Diapo suivante. Pour les arbres, pour les fruits et les feuilles, il y a des usages pour la consommation animale et humaine, et aussi des questions de vente. Et pour tout ce qui va être branches et troncs, il y a une question de construction du coup des campements, et aussi usage pour le feu de bois. Il y a aussi une question commerciale avec l'artisanat, etc. Donc là, on a en tout cas un ensemble d'usages qui va falloir implémenter dans le modèle numérique. Diapo suivante. Voilà, une autre chose. Euh, il y a aussi nos acteurs qui se déplacent finalement dans notre espace. Euh, en fait, il y a un grand nombre d'acteurs et ils ont un circuit et donc ils se déplacent pour consommer des ressources petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait plus de ressources dans l'espace. Et dans ce cas-là, ils passent en transhumant et ils s'en vont. Diapo suivante. Sauf que le problème, c'est que dans cet espace-là, comme je vous ai dit, il y a de la transhumance. Donc il y a des gens qui viennent du nord, il y a des gens qui viennent du sud, qui se déplacent. Diapo suivante. Ça, c'est au niveau local et au niveau international. Il y a aussi des gens qui viennent de Mali, de Mauritanie et qui se déplacent et qui, eux aussi, usent des ressources. Et donc, c'est là aussi où c'est intéressant, au-delà de cette question de définir le bois, l'arbre en tant qu'objet, mais c'est aussi comment les gens vont permettre cette interconnaissance. Diapo suivante. Donc, cette interconnaissance, nous, on est parti sur cette idée-là
du choix, de la théorie du choix rationnel, comme je vous ai expliqué. Donc, il essaie de maximiser ses profits. En tout cas, c'est ce que les gens nous ont dit sur le terrain. Et donc, on s'est rapproché de cette idée-là. Et donc, nous, notre idée, c'est de se poser la question, de se dire, ben, on a un local qui a un niveau de connaissance qui est important parce qu'il vit sur le territoire, et un transhumant, finalement, qui a un niveau de connaissance qui est faible. C'est représenté sur le territoire par les lignes blanches. Euh, Vu qu'il est transhumant, il se déplace pas, il se déplace sans connaître le territoire. Donc, forcément, à un moment donné, il a moins de connaissances. Diapo suivante. Et donc, en fait, l'idée, nous, ce qu'on peut se dire, c'est que ce local a un niveau de connaissance. Et ensuite, diapo suivante, il va pouvoir la partager au transhumant, diapo suivante. Et ce transhumant, du coup, il a une meilleure connaissance de l'espace et donc il va pouvoir mieux utiliser l'espace, les ressources qui sont sur le territoire pour, en tout cas, mieux préserver les ressources. Voilà, on va en rester là parce que je vois que j'ai dépassé déjà 3 minutes. Tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est en tout cas notre hypothèse, c'est que si on a une meilleure interconnaissance entre transhumants et locaux, on va pouvoir avoir un meilleur usage, répartition des usages et donc peut-être une moindre impact sur l'environnement. Voilà, diapo suivante, juste pour montrer un petit peu voilà, ce qu'on va faire. On a normalement une publication qui est prévue pour juillet. Voilà. Et donc, l'idée de l'itération, on fait déjà un modèle, on retourne sur le terrain et on va continuer à faire un modèle et ensuite explorer les scénarios en août, septembre avec les acteurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Désolé d'avoir été un peu long. Merci, c'était super et très bien amené. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, Véronique. Ben, merci beaucoup. Oui, c'est un monde qu'on découvre aussi, comme des transhumants, en fait. On explore. Et juste, qu'est-ce que tu modélises? Tu vas modéliser dans chaque carré en fait, ta modélisation numérique, elle est spatiale, voilà, elle est sur quoi? Elle est sur les ressources dans chacun des pixels, sur les usages des ressources. Ça, j'ai pas saisi. Alors oui, nous, ce qu'on va voir, c'est vrai que là, ça a été un peu rapide. J'ai voulu tout prendre dans sa Ouais, globalité. En fait, nous, ça va être plutôt vraiment la question de... notre question de recherche, c'est l'impact des modes de gestion sur la durabilité des ressources forestières. Donc, ça va être vraiment l'usage des ressources oui. et du coup, on va avoir cette notion d'interconnaissance. Et donc, en fait, c'est ça qu'on va regarder. C'est Donc toi, l'interconnaissance et l'usage des ressources. tu regardes si l'interconnaissance, ça permet d'améliorer l'usage des ressources, c'est ça? Exactement. D'accord, ok, très bien. Donc tu vas avoir des modèles où les gens ils ne se regardent pas, enfin ils se parlent pas, et là tu vas avoir un premier calcul de la durabilité, et après tu refais des modèles enfin en forçant une interconnaissance et qui va faire changer des usages, c'est ça, qui vont faire changer des usages. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, Je ne suis pas rentré en fait dans les usages parce qu'on est dans cette construction-là, oui, justement, un peu du raisonnement des agents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les éleveurs, en tout cas les bergers qui partent avec le troupeau, s'ils ne voient pas de choses autour d'eux, ils vont sentir et qu'ils voient leur bétail qui est vraiment trop maigre, il y a ces deux paramètres à prendre en compte. La non-vision en fait de ressources herbacées oui, et la santé du troupeau. oui, Et donc, en fait, ces deux facteurs, si ils sont pas positifs, l'éleveur va se considérer comme en pression, ou va considérer que son troupeau est sous pression. oui, Et donc, c'est là, en fait, où il va pouvoir agir sur les arbres. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre du d'accord, détail sur les arbres, parce qu'il va couper les branches pour donner de l'accès un peu plus ok, important aux feuilles et aux fruits pour l'alimentation animale. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que si les bergers ont une plus grande vision, en tout cas, de l'espace, peut-être qu'ils vont voir des zones qui n'ont pas été récoltées mm, et ils vont aller dans cette zone-là. Par contre, s'ils ne voient pas l'espace, mais ils vont se dire, je suis sous pression, alors que peut-être qu'il y en a dans la zone de l'herbe. mm, Mais vu qu'eux, ils ne la voient pas, ils vont dire, je suis sous mm, pression, donc j'agis sur les arbres. Et d'accord, donc, il va avoir une dégradation. Et nous, l'idée, c'est de se dire, s'ils connaissent tout, il y aura moins de dégradation parce qu'ils vont moins agir d'accord, sur les arbres. très bien.
Et est-ce que tu sais que, enfin, dans cette zone, je crois, dans le Ferlo, il y a justement, il y a des bergers qui utilisent des outils numériques embarqués là, dans des petits sacs à dos. Tu as été au courant de ça ou pas? Il y a des... Alors, je sais qu'il y a des suivis GPS qui se font. En Ça, fait, j'ai des eux, ils collègues. partent avec des petits sacs à dos, avec enfin, un petit panneau photovoltaïque sur le sac à dos et ça leur permet d'échanger des informations avec des portables et avec enfin, tout un système assez intelligent parce que dans le Ferlo, il y a beaucoup de zones blanches et donc ils échangent aussi, c'est quand ils croisent d'autres personnes et d'autres bergers qui peuvent en fait décharger des informations. Bon, on te, on te mettra peut-être au courant de ça. Enfin, comme tu parles d'échange d'informations, ça peut être aussi là des moyens numériques pour les faciliter. Et en Ouais, tout à fait. particulier, c'était utilisé, si tu veux, ils communiquaient entre eux comme ça pour savoir s'il y avait de l'eau. Enfin, c'était plus sur l'eau que sur les aspects. Donc c'est les collègues de l'université. Alors je sais plus si c'est Gaston Berger ou je sais plus, mais au Sénégal qui travaillent là-dessus. C'est plutôt des informaticiens. Tiens, alors c'est peut-être. Je sais qu'il y a des gens qui sont à l'UCAD, à l'École supérieure Je polytechnique. ouais, je sais plus te dire Ça veut dire. qui c'est, mais Bah voilà. écoutez, je serais intéressé, oui, parce que Oui, c'est justement cette questionnement-là de communication. On oui, sait que les téléphones portables sont importants. Il y a plein de gens qui nous disent que justement pour connaître l'endroit où il y a de l'herbe, ils c'est ça. appellent la famille. Voilà. Et là en fait c'était, enfin je me rappelle moi c'était par rapport à l'eau, ce qui nous avait été Mhm. dit, mais bon c'est pas très difficile de faire une enfin de le faire sur l'herbe aussi. Voilà. Non, mais c'est intéressant en tout cas. C'est Là, je intéressant pense qu'il et je fera serais passer intéressé les. pour avoir la suite. Ouais. Ouais, on te fera passer les infos. Merci en Super. tout cas, super. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y a Guillaume qui avait une question. Oui, merci beaucoup. Merci François pour la présentation. J'avais juste une petite question sur les objectifs que tu as donc en termes de discussion sur les modes de gestion. Euh, Si j'ai bien compris, il y a des gros enjeux de mise en place des modes de gestion par mise en défense. Et puis, il existe aussi des modes de gestion plus communautaires. Donc, tu as parlé des communs. C'est quoi les grands débats donc, sur place qui vont être abordés par les résultats du modèle? Est-ce que l'idée, c'est de privilégier des modes de gestion plus communautaires en incluant les éleveurs mobiles, ou est-ce que c'est renforcer les dispositifs de mise en défense? C'est quoi ta position là-dessus? Et la position du projet, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Alors, moi, je fais partie d'un projet donc, qui s'appelle Dundee Ferlo, qui fait un pas de côté par rapport aux démarches de reforestation de la Grande Muraille Verte. Bon, je pense, Guillaume, vous devez connaître un petit peu, parce que je crois que vous avez écrit deux, trois choses dessus. Peut-être pas sur la Grande Muraille Verte, mais sur le Ferlo, si je ne me trompe pas, peut-être. J'ai déjà vu vos écrits passer, mais bon. Euh, En gros, mon projet fait un pas de côté parce que il reste sur les parcelles de reforestation, mais il met en place des comités de gestion. Ces comités de gestion sont mis en place par les projets et il n'y a pas vraiment de concertation là-dessus. En fait, on décide que ces villages sont autour de la parcelle, donc on fait un comité de gestion avec ça. Alors oui, il y a ces questions de parcelles de reforestation, ces mises en défense. Donc il y a des questions sur la taille des parcelles, etc. Moi, je ne m'oriente pas là-dessus. C'est des visions très techniques qui me concernent un petit peu moins. Moi, je voulais vraiment partir sur quelque chose de plus global, vu qu'on parle des communs. Vous savez qu'au niveau du Ferlo, il y a les unités pastorales, donc, qui sont justement pour la gestion du pastoralisme et des ressources agro-pastorales. Euh, Nous, justement, on se questionne là-dessus. Il y a des auteurs qui, justement, requestionnent la pertinence des unités pastorales. Les acteurs au niveau local nous disent les unités pastorales ne fonctionnent pas forcément. Donc, ça va peut-être, nous, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aimerait bien, mais après, c'est au niveau des discussions, c'est que là, pour l'instant, on a simplifié à l'extrême le système d'organisation.
Donc, pour l'instant, en fait, il y a juste les campements. Mais on sait qu'il y a des secteurs, on sait qu'il y a les groupements, il y a les unités pastorales, etc. Nous, on aimerait bien que quelque chose émerge au niveau des questions de groupement, justement. Est-ce qu'il y a des tailles de groupement? Est-ce qu'il y a euh, comment dire, des comités de gestion? Il y a des tailles de comités de gestion qui sont plus optimales ou pas? Mais pour ça, on aimerait bien laisser les gens, pendant la modélisation, déjà dire, ah, mais il y a des groupements, il y a des comités de gestion, c'est important de le mettre dans le modèle. Pour l'instant, on l'a pas mis, on a forcé la simplicité, entre guillemets, pour pouvoir laisser les gens dire, OK, donc en fait, il y a des questions d'interconnaissance, on veut mettre des groupements, et ces questionnements-là, en fait, pour nous, ils sont très prégnants. C'est pas forcément la question des parcelles, parce que on considère que, enfin, moi, j'ai voulu sortir de cette questionnement-là des parcelles pour ouvrir d'autres choses, en disant que l'objet parcelle n'était pas forcément toujours accepté, et que peut-être qu'on pouvait trouver d'autres solutions alternatives pour permettre pour permettre une régénération de la ressource forestière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous, merci Clémence, merci François. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.